Est-ce que BIC est une opportunité d'investissement au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Bon, on est plus bas qu'il y a 10 ans. D'un côté, c'est normal. On est sur des activités qui sont vraiment plutôt en décroissance, hein. Donc on est sur la papeterie, c'est 37% d'activité. Sur les briquets, là également, c'est 37% d'activité. Et sur les rasoirs, c'est 25% d'activité. Donc ce ne sont pas forcément des secteurs qui sont en forte croissance, hein, quoique dans les pays émergents, il y a de la concurrence évidemment. Donc en Occident, on va dire que c'est plutôt les marchés matures, voire en légère décroissance. Bon, donc du coup, le cours de l'action, c'est pas flambant, hein, il est plus bas qu'il y a 10 ans. Il est au même niveau qu'en 2012. Bon, extraordinaire. Est-ce que c'est nécessairement un mauvais investissement? Ben, pas forcément. On va regarder. Alors, ce qu'on peut dire aussi pour le cours, hein, c'est que ça se reprend quand même. Depuis 2020, on se reprend quand même pas mal, hein. On a fait presque un plus 80%. C'est pas extraordinaire, mais bon, c'est déjà ça. Bon, on l'a dit, il y a pas de croissance. En médiane, c'est 0. Sur juin 2025, sur 12 mois glissants, c'est moins 4%. Bon, voilà, décroissance, hein. Donc on va gérer ici, on va être sur une société qu'il faut gérer on va dire en liquidation sur ces marchés, sur ses activités principales. Il va falloir trouver de nouveaux relais de croissance et si on n'en trouve pas, il faut rendre l'argent aux actionnaires. 755 millions d'acquisitions sur 10 ans. Donc ça vient aussi un peu booster la croissance du chiffre d'affaires. C'est pas une mauvaise idée, hein, surtout qu'ils ont un peu de savoir-faire quand même en fusion-acquisition, donc plutôt pas mal, hein. Ils se sont mis à lancer les acquisitions depuis 2019. En fait, c'est assez récent pour trouver justement des nouveaux relais de croissance. Pour l'instant, on reste quand même en décroissance malgré ces acquisitions. Bon, le chiffre d'affaires décroît. Est-ce que c'est le cas pour les marges? C'est le cas aussi. Très difficile, hein, dans un marché en décroissance. Il faut essayer de quand c'est en décroissance, contre-intuitivement, il faut essayer de monter les prix en réalité. Comme ça, on préserve sa marge. Mais c'est pas le cas en fait sur les activités de BIC. La concurrence est trop forte pour qu'ils puissent monter leurs prix. Donc bon, bah, ils sont obligés de réduire sur les coûts au maximum, de dégager de l'efficience opérationnelle. Pour l'instant, ça se voit pas trop dans les marges, hein. Bon, le taux de marge brute, on va dire qu'à la rigueur, il est stable depuis 10 ans, c'est plutôt pas mal. Sur le taux de marge d'EBITDA, c'est pas le cas. Il a nettement baissé depuis 10 ans et cette baisse s'est accélérée en 2021. On a eu un petit rebond, mais bon, ça reste plus bas que l'historique. Est-ce que ça, c'est la nouvelle norme? Il faut voir, hein. Bon, 17% presque. C'est pas non plus horrible, hein. C'est pas mal comme rentabilité opérationnelle, comme marge opérationnelle. Marge d'EBITDA, c'est pareil. Du coup, bon, pas si mal, n'est pas exceptionnel et le taux de marge nette, pareil, il est en baisse. Alors par contre, est-ce qu'on est sauvé par les free cash flow quand même, hein? Les free cash flow, eux, ils sont, plutôt stables sur 10 ans et c'est ce qu'il faut en fait pour cette activité. On va dégager du free cash flow puisque en fait, on va pas forcément réinvestir. On va pas faire de la grosse dépense en capital sur une activité qui est en décroissance. Ça a pas trop de sens. Sur un marché en fait qui est en décroissance. Ils perdent pas nécessairement des parts de marché, quoique, mais le marché est en décroissance donc ça sert à rien de faire, de la dépense en capital pour aller inonder le marché et encore plus casser les prix et donc faire baisser les marges, hein. Donc bon, voilà. Au niveau des free cash flow, en tout cas au niveau du taux de marge de free cash flow, c'est très, très correct. Ça, ils s'en sortent pas mal. Donc ils gèrent des activités en décroissance. C'est pas une tâche aisée, hein. C'est plus facile de gérer une boîte quand il y a de la croissance, forcément. Là, il faut reconnaître qu'ils s'en sortent pas si mal que ça. La conversion des bénéfices nets en free cash flow, en fait, alors je pense qu'il y a peut-être un biais au niveau du calcul du logiciel. Moi, je m'attendrais à ce que les free cash flow soient bien plus élevés que les bénéfices nets. Sur 10 ans, c'est pas le cas. Donc on va aller voir pourquoi. Est-ce que d'abord au niveau du BFR, c'est négatif? Non, on a un BFR positif. Donc malheureusement, on 3 facteurs dans le BFR, hein, délai de paiement client, délai de paiement fournisseur et les stocks, variation des stocks, coût des stocks. Bon, ils ont quand même des stocks, hein, vu que c'est la vente au détail. Enfin, c'est pas la vente au détail, pardon, c'est on va dire les produits manufacturés. Donc ils ont des stocks qu'ils doivent vendre aux grossistes. Bon, c'est plutôt stable. Ça, ce qui est encourageant, c'est que depuis 2022, le BFR est plutôt stable. Si on regarde la variation de ce BFR, bon, depuis 10 ans, on a engrangé 188 millions de variations négatives du BFR, ce qui est plutôt bien, mais on a un rebond depuis 2022. Donc ça se dégrade. Ok, attention.
Hem, on va aller regarder les dépréciations amortissements face aux dépenses en capital. On a plus de dépenses en capital que de dépréciations amortissement sur 10 ans, mais on a aussi 280 millions de other non-cash items, ce qui nous donne peut-être, 100 millions d'écart et là, on n'a pas toute l'explication de pourquoi les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Donc il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie, comprendre la différence. Mais en tout cas, si on utilise les free cash flow, ça sera plus conservateur et plus pessimiste pour, valoriser BIC, mais peut-être que c'est aussi, plus correct. Donc à choisir entre bénéfices nets et free cash flow, il vaut mieux utiliser les free cash flow. Au niveau de la rentabilité opérationnelle, bon on a vu une rentabilité de 14,4 le rendement des capitaux investis, ce qui est plutôt pas mal. Ça s'est dégradé, hein, depuis, 2021, ça chute et là on repart sur une trajectoire descendante. C'est pas extraordinaire, la rentabilité est en baisse. Assez difficile, hein, dans un marché en décroissance, on perd de la part de marché en plus je pense. Toujours est-il que c'est supérieur à la croissance organique, donc ça permet quand même de dégager du cash. Après ce cash, on peut l'utiliser pour se désendetter, le cas échéant, s'il y a de la dette, et pour rémunérer l'actionnaire ou faire des acquisitions. À mon avis, faire des acquisitions, pourquoi pas, mais il va falloir, qu'elles créent de la valeur assez rapidement, hein, ces acquisitions, parce qu'il y a, on va dire, il y a la gravité qui est contre BIC. C'est-à-dire que les marchés sont en train de tomber, hein, ces marchés, ils sont dépassés maintenant. La papeterie, bon, on est de plus en plus, digital, donc est-ce que ça sert encore d'avoir de la papeterie? Et les stylos, le tabac, la consommation de tabac en Occident est en train de diminuer également. Alors dans les pays émergents, ça compense, mais du coup, ils sont plutôt, en Occident, donc pareil, c'est un marché qui est en train de tomber. Les rasoirs, il y a un effet de mode. Il y a un effet de mode où, le rasage, c'est moins fréquent qu'avant, donc pareil. Donc très dur de lutter contre ces vents contraires et contre cette gravité. Donc la rentabilité est en train de baisser. Pour l'instant, rien de catastrophique. Au niveau de l'endettement, on est repassé, positif en dette. Donc ça, c'est, l'acquisition, hop, qui a eu lieu ici, hein. Ça refait monter la dette, mais il y a quasiment rien. On peut la négliger cette dette, hein. 29 millions, c'est rien, c'est bon, c'est, 0 une fois l'EBITDA, donc pas de problème. Au niveau de la rémunération de l'actionnaire, hop, on fait 226 millions de free cash flow et on verse 186 millions de dividendes. Bon, c'est quand même élevé comme, proportion, hein. On est quand même à plus de 80 là. Il rachète des actions également, je pense qu'il les a lues derrière. Ça, évidemment, ça vous fait une rémunération actionnaire qui est assez fantastique, hein, 10,4. Donc pourquoi pas? Le rendement, uniquement le rendement du dividende, c'est plutôt du, c'est quand même élevé, hein, ça doit être du, 8%, hein, 8-9. Avec le rendement de l'actionnaire via les rachats d'actions pour annulation, ça vous fait du 10,4. Bon, là, ils font ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que, maintenant, ils rendent le cash aux actionnaires. On n'a pas trop forcément d'opportunités d'investissement, donc dans ce cas-là, c'est très sain de faire circuler le capital. Donc on rend aux actionnaires un capital qu'ils ont investi dans l'entreprise pour qu'ils aillent l'investir ailleurs, sur les sociétés qui ont besoin de capital justement. Donc là, plutôt bien, plutôt voilà, c'est un peu limite quand même au niveau des free cash flow, mais ils peuvent à la limite s'endetter un petit peu pour verser le dividende, c'est pas très sain. Bon, à ce niveau pour l'instant, c'est soutenable en tout cas. Au niveau de la valorisation, bon, ça se traite comme une société qui est en décroissance, hein, c'est normal. Donc on se traite à 5,8 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. La médiane maintenant c'est 6,5. Il faut prendre la médiane qui est même en fait, je pense qu'il faut prendre maintenant la médiane à 5 ans et on est pile dessus, hein. On est quasiment dessus. En excès, on peut aller sur du 6,7, pourquoi pas aller du 7 fois, mais vraiment en excès, hein. Là, je pense qu'il y a pas trop de potentiel d'expansion des multiples sur BIC et c'est pas grave d'un autre côté, hein, avec votre rendement de l'actionnaire, vous êtes plutôt quand même bien rémunéré, hein, avec, les rachats d'actions et les dividendes. Donc c'est une façon aussi de faire du rendement, hein, c'est, la rémunération d'actionnaire. Si on compare aux comparables justement, on va mettre alors, ils sont sur plusieurs marchés. Donc on l'a dit, ils sont sur la papeterie, ils sont sur les briquets et ils sont sur les rasoirs. Donc difficile de trouver des comparables avec la même proportion. Donc on va prendre Edgewell. Alors, est-ce que je les trouve? Edge comme ça, Edgewell Healthcare. Donc eux, ils font plutôt du rasoir, si je me souviens bien. Il y a, Pilot, société japonaise qui fait des stylos. Hop, et on a aussi, Newell Brands. Hop, eux, ils font des stylos aussi, de la papeterie. Donc là, si on regarde, bon, je vais enlever, les market cap parce qu'avec, c'est biaisé, en fait, c'est pas dans la même monnaie, c'est un peu compliqué.
BIC et bah, de toute façon, quand on compare, hein, BIC est quand même plus gros que Newell et que Edgewell. Donc, bon, on peut comparer quand même. Ils sont assez proches en termes de market cap. C'est pas le cas avec Pilot, hein, qui est beaucoup plus gros, quoique. En fait, si vous divisez par 100, parce que c'est à peu près ça la parité euro-yen, hein, 170, hein, je pense même. En fait, on est sur la même chose. Donc, elles sont comparables ces sociétés en réalité. Hop, j'enlève ça. Bon, alors, si on regarde plutôt un price to free cash flow, on peut aller sur le pliant métrique, hein. Un price to free cash flow, en fait, BIC, c'est pas très peu cher, hein, comparé aux autres. En termes de valeur entreprise sur EBITDA, voilà, ça se resserre un petit peu plus, mais en fait, ils sont plutôt milieu de fourchette, en fait, BIC. Donc, voilà, hein, on peut se traiter à cette fois. Mais attention que Edgewell, c'est aux États-Unis, c'est coté aux États-Unis comme Newell Brands. Donc, les multiples sont plus élevés aux États-Unis quand même, hein. Donc, attention, voilà. Donc, je pense qu'en excès, on peut aller jusqu'à 7 fois en valeur entreprise sur EBITDA, mais il ne faut pas compter là-dessus. Il vaut mieux plutôt se positionner sur le rendement de l'actionnaire qui est intéressant à 10%, ce qui est quand même plutôt pas mal, hein. Et on paye ça évidemment avec des multiples globalement assez faibles. Donc le dossier est peu risqué, sauf si évidemment la décroissance s'accélère. Et dans ce cas-là, ça sera plus compliqué. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.